Sagan, en Pologne occupée, en 1942, se dressait ici le camp de prisonniers le plus sécurisé du Troisième Reich. Le Stalag Luft 3. Tout ce qu'on voyait, c'était cette satanée forêt avec ses arbres frêles. C'était vraiment déprimant. Un camp conçu par le maréchal Göring et réputé inviolable. Ici pourtant, 76 aviateurs alliés réussissent l'une des plus incroyables évasions de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire, Hollywood en a fait un chef-d'œuvre. Dans les années 60, l'acteur Steve McQueen marque toute une génération. Mais derrière la fiction, il y a une autre histoire. Grâce aux témoignages inédits des derniers survivants et aux images de synthèse, le tunnel le plus célèbre de la Seconde Guerre, nom de code Harry, livre enfin ses secrets. Pour la première fois, c'était vraiment de l'ingénierie souterraine, de l'ingénierie à grande échelle. Ce n'était pas un tunnel creusé sous la surface, il était à 9 mètres de profondeur. Jamais auparavant, des prisonniers n'avaient creusé aussi profond, sur 110 mètres de long. Une prouesse technique qui mobilise une armée secrète de 600 hommes. À la tête de cette organisation, un spécialiste de l'évasion, le commandant Roger Bushell. Son but, réussir la plus vaste évasion de la Seconde Guerre mondiale et combattre Hitler sur son propre sol. Il voulait que tout le Troisième Reich soit sur les traces des prisonniers de guerre, provoquer le chaos dans le Troisième Reich. 70 ans plus tard, les survivants sont rares. L'un d'entre eux livre un témoignage exceptionnel. C'est le capitaine Jack Lyon, 99 ans. J'ai entendu un coup de feu, un seul. Pour comprendre l'immense défi technique relevé par les prisonniers, nous retournerons à Sagan, en Pologne, sur les traces de ces tunnels de guerre. Là, les dernières fouilles archéologiques éclairent d'un jour nouveau les conséquences de cette évasion, qui a ébranlé jusqu'à Hitler lui-même. Voici l'histoire d'une guerre secrète, d'une guerre souterraine. L'évasion la plus incroyable de la Seconde Guerre mondiale. La véritable histoire de la Grande Évasion. « 1940. Hitler étend sa domination sur l'Europe. La Blitzkrieg a fait s'effondrer la plupart des pays continentaux. La Grande-Bretagne subit à son tour le feu allemand. Mais en 1941, les aviateurs de la Royal Air Force infligent au Führer sa première défaite. Ils attaquent l'ennemi sur son propre sol et bombardent des villes, les voies de chemin de fer et les sites industriels du Reich. Au printemps 1942, ils sont rejoints par les Américains. Dans les airs, la guerre est totale. On réalise mal à quel point cette guerre était meurtrière. Beaucoup d'équipages ont été abattus dès leur première sortie. On était tous très jeunes. Dans mon équipage, il y en avait un qui avait 26 ans. Je trouvais que c'était déjà vieux. Souvent, leurs avions étaient lents, incapables de rivaliser avec les chasseurs de la Luftwaffe. C'étaient des proies faciles. Le capitaine Jack Lyon, l'un des derniers survivants de la Grande Évasion, a 23 ans quand au soir du 2 juin 1941, il embarque dans un bombardier de la Royal Air Force. Faute de temps, l'appareil n'a pas subi les vérifications d'usage.
Dès que je suis arrivé sur cible, les projecteurs de la défense anti-aérienne allemande se sont braqués sur nous. Une fois pris dans le cône, pas moyen de s'en échapper. Le moteur a pris feu. J'ai ouvert la porte. Je me suis vu partir. J'ai cru que c'était la fin. J'ai regardé en bas. L'avion piquait. C'était une boule de feu. Jack Lyon sort miraculeusement indemne du crash de son avion à quelques kilomètres de Düsseldorf. D'autres n'auront pas cette chance. Pendant toute la durée du conflit, 150 000 aviateurs alliés perdront la vie. La plupart de ceux qui survivent ne feront pas le chemin retour en Angleterre. Arrêtés par les Allemands, ils intègrent la gigantesque prison à ciel ouvert qui est devenue le Troisième Reich. Les aviateurs bénéficient d'un régime de protection régulé par la Convention de Genève. Ils ont leur camp réservé, géré par la Luftwaffe. Le plus grand d'entre eux se situe à Sagan, en Pologne occupée. C'est le Stalag Luft 3. Le lieu d'où partira la grande évasion. Je n'ai jamais aimé le Stalag Luft 3. Tout ce qu'on voyait, c'était cette satanée forêt, avec ses arbres frêles. C'était déprimant. Non, vraiment, je n'ai jamais aimé le Stalag Luft 3. À 250 km au sud-ouest de Berlin, ce camp ultramoderne est le plus sécurisé du Troisième Reich. Sur presque 1 hectare, des dizaines de baraquements accueillent les aviateurs capturés. En 1944, ils seront plus de 10 000 venus de pays d'Europe de l'Ouest, du Commonwealth ou des États-Unis. « 75 ans plus tard, à Sagan, les traces du Stalag Luft 3 subsistent. Marek Lazars travaille depuis 4 ans à leur conservation. Le Stalag Luft 3 est divisé en plusieurs secteurs. Le premier a été construit en 1942, c'est le secteur Est. Et puis, de plus en plus de pilotes ont été faits prisonniers. Les Allemands ont donc été obligés de l'agrandir. Il fait 1 km de long sur 800 mètres de large, du nord au sud. C'était une vraie ville. C'est Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, qui a voulu ce complexe gigantesque gardé 24 heures sur 24 et équipé des dernières techniques de surveillance. Vous voyez, juste ici, il y avait une double clôture de barbelés, avec un mirador tous les 100 mètres. Et ça, tout autour du camp. Les prisonniers avaient interdiction de s'en approcher. Et puis, dans chaque secteur, il y avait une autre clôture, très spéciale. Elle n'était pas haute. Il y avait une pancarte où on pouvait lire « Attention, si vous franchissez cette limite, vous serez abattu par le garde dans la tour. » Au Stalag, tout est pensé pour empêcher les évasions de prisonniers, dans les moindres détails. Les baraquements sont construits sur des fondations en briques, à 60 cm au-dessus du sol. Un simple coup d'œil sous le plancher suffit ainsi à détecter l'entrée d'un tunnel. Et surtout, il y a un facteur qui complique les évasions souterraines. Le sol de Sagan, sablonneux, n'a pas été choisi au hasard par les Allemands.
Comme vous pouvez le constater, c'est très facile de creuser ici, en raison de la nature du sol. C'est un sol léger. Là, vous voyez, le sable est plus sombre. Vous voyez la différence? Plus on creuse, plus le sable devient sombre. Quand les Allemands retrouvaient ce sable noir à la surface, c'était pour eux le signe qu'un tunnel était creusé dans le camp. Une autre méthode développée par les Allemands, c'était d'espionner les prisonniers. Ils construisaient des palissades à l'extérieur du camp, derrière la double clôture. Ils se cachaient derrière. Avec des jumelles, ils espionnaient les prisonniers pour voir s'ils n'étaient pas en train de fomenter un coup. Ils avaient aussi des microphones enterrés dans le sol. C'est quelque chose de très sophistiqué à ce moment-là de la guerre. Ils possédaient un système perfectionné pour écouter les activités souterraines et dans bien des cas, il s'est révélé performant. Le Stalag Luft 3 est pour Hermann Göring le camp dont on ne s'échappe pas. À sa tête, il a nommé un de ses proches, le colonel Friedrich Lindeiner, un aristocrate vétéran de la Première Guerre. Le commandant du camp a fort à faire, car les prisonniers dont il a la charge sont des soldats d'élite, prêts à tout, sauf à rester à attendre la fin de la guerre derrière des barbelés. Tous les pilotes étaient convaincus d'une chose. Ils avaient le devoir de rendre la vie impossible aux Allemands. Et le meilleur moyen d'y parvenir, pensait-il, c'était de s'évader. Les Allemands étaient fous de mettre tous ces jeunes gens dans le même camp. Ils étaient triés sur le volet, avaient survécu à un crash. Ils étaient jeunes, ils étaient intelligents. Sous son commandement, rares sont les évasions qui réussissent. Des années plus tard, le commandant témoignera des tentatives d'évasion avortées dans son camp. Certaines furent rocambolesques. Un jour, une sentinelle bien connue, le sous-officier Peel, a littéralement rencontré son sosie dans le secteur allemand. Ça l'a stoppé net. Il croyait voir son reflet dans le miroir. Alors il l'a arrêté. C'était en effet un prisonnier qui s'était déguisé. On avait un copain dans le camp. Quand un camion entrait, il sortait son harnais, l'enfilait vite. Son idée, c'était de s'accrocher sous le châssis du camion. Mais il n'a jamais réussi. En 2 ans, dans le sol de Sagan, les prisonniers creusent pas moins de 100 tunnels. Pas une de ces tentatives ne réussit. Mais au printemps 1942, tout va basculer. Le commandant Lindeiner voit arriver un nouveau pensionnaire, dont la réputation est déjà bien connue des services allemands. Un chef d'escadron de la Royal Air Force qui entend ériger l'évasion au rang d'arme de guerre. Son nom, le commandant Roger Bushell. En mai 1940, son dernier combat à la tête de l'escadron 92, en mission au-dessus de Dunkerque, lui a valu parmi les aviateurs la réputation de chef de guerre intrépide jusqu'à l'extrême. Dans son escadron, il y avait à peine 6 avions. Pourtant, il a décidé d'attaquer un groupe de 60 appareils allemands. Un de ses camarades a dit « C'est comme voir Henri V à Agincourt. C'est courageux mais sans espoir. On n'arrivera pas à les abattre. » Mais Bushell n'est pas le genre d'homme à fuir un combat. Ce jour-là, je crois qu'il a abattu 2 avions allemands, mais il a été touché. Certains de ses camarades sont morts et l'escadron a dû être retiré du front après cette première journée de combat. Quand il arrive au Stalag Luft 3, Bushell a déjà 2 évasions à son actif.
La première en juin 1941, caché dans une botte de foin, il parvient presque à la frontière suisse. La seconde, quelques mois plus tard, en sautant d'un train en marche. Chaque fois, il est repris par les Allemands. Il avait une haine profonde des Allemands. Je pense que cette haine a pu affecter son jugement d'une certaine façon. Lors de sa seconde évasion, à Prague, Böschel a été torturé par la Gestapo, qui le soupçonne d'avoir participé à l'assassinat de l'un des plus hauts dignitaires nazis, Reinhard Heydrich. L'homme qui a mis en place les Einsatzgruppen, le bras armé de la SS, et la solution finale. On sait qu'il a été torturé. On ne sait pas exactement quel type de torture il a subi, mais on sait qu'il a pu recevoir des coups, qu'il a certainement été torturé psychologiquement et qu'ils ont dû lui enfoncer plus d'une fois la tête sous l'eau. Les méthodes de la Gestapo, c'est un euphémisme, étaient très brutales. Faute de preuves, Böschel a été envoyé au Stalag Luft 3. Mais dès lors, sa haine des nazis est sans borne et son désir de revanche absolu. Dès son arrivée au Stalag, au printemps 1942, Böschel n'a qu'une idée en tête, s'évader. Mais il le sait, cette entreprise ne peut se faire seule, pas dans le camp le plus sécurisé du Reich. Quelques semaines seulement après son installation, il se rapproche des officiers les plus influents du camp. Böschel leur suggère alors un plan. Créer une armée secrète, constituée des prisonniers les plus fiables et talentueux pour réaliser la plus grande évasion de la Seconde Guerre mondiale. Le plan de Böschel, c'était de faire sortir des centaines de prisonniers du camp, 200 chaque nuit. Il voulait vider le camp d'un coup, comme on ouvre les vannes. Il voulait occuper l'armée allemande à rechercher les prisonniers de guerre, que les cheminots, les écoliers soient mobilisés, que tout le Troisième Reich soit à leur poursuite, que les Allemands en aient la migraine, tout faire pour créer le chaos. L'entreprise est insensée. Pourtant, Roger Böschel réussit à convaincre. Nouvel arrivant, il est même nommé responsable de l'opération. Il va diriger, selon son idée, la construction non pas d'un tunnel, mais de 3 et simultanément. Si vous creusez 3 tunnels, vous avez 3 fois plus de chances de pouvoir vous évader. Il était aussi très pragmatique. Il savait que si un tunnel était découvert, les Allemands lâcheraient un peu la pression. Ils penseraient avoir trouvé le tunnel. Les 3 tunnels seront construits à partir des baraquements proches de la clôture extérieure. Le premier tunnel, Tom, partira du baraquement numéro 123, vers l'ouest, droit sur la forêt. Dick, depuis le baraquement 122, dans la même direction. Enfin, au nord, Harry, depuis le baraquement 104. Sa construction est la plus périlleuse. Il doit traverser la partie administrative du camp, passer à proximité d'une tour de garde et sous une route avant d'atteindre, enfin, la forêt. Pour y parvenir, Böschel, fin stratège, va s'appuyer sur les forces vives du camp et utiliser le savoir-faire de prisonniers doués et expérimentés. Car à Sagan, il y a des fils de la haute société, mais aussi des mineurs, des agents de change, des charpentiers. Quand Böschel a pris les rênes de l'organisation, je crois qu'il a su donner un but à tout le monde. Tous ceux qui voulaient s'évader ont enfin eu le sentiment d'avoir en face d'eux quelqu'un qui savait ce qu'il faisait et qui serait déterminé à aller jusqu'au bout. À la tête de l'ouvrage, une vingtaine d'hommes de confiance, le Comité X.
Au sommet de l'organisation, il y a Bushell, nom de code Big X. Son bras droit occupe un poste stratégique. Celui de la sécurité, ce sera Big S. Pour le creusement des tunnels, Bushell affecte un ancien mineur de l'Ontario, le pilote canadien Wally Floody. C'est lui qui a la mission la plus dangereuse, le creusement des 3 tunnels sans éveiller les soupçons des Allemands. Aujourd'hui à Sagan, les 3 tunnels sont toujours là, enfouis sous plusieurs mètres de sable. Dans le camp, on ne pouvait pas prononcer le mot tunnel. On ne pouvait pas l'utiliser parce que beaucoup de gardes allemands parlaient un peu anglais. Les surnoms des 3 tunnels, Tom, Dick et Harry, sont des prénoms très populaires au Royaume-Uni. Il y a même une expression en anglais, quand on veut dire c'est Pierre, Paul, Jacques, on dit c'est Tom, Dick ou Harry. Construire 3 tunnels dans le camp le plus surveillé du Reich. Une mission presque impossible. Tout homme qui rejoint l'équipe de Bushell le sait. S'il parvient à franchir les barbelés, les Allemands tireront sans sommation. Sans compter l'incroyable défi technique à relever. Le premier problème se pose immédiatement. C'est le point faible de tout tunnel, son entrée. À Sagan, les gardes n'ont qu'à jeter un coup d'œil sous le plancher surélevé des baraquements pour la découvrir. Mais en étudiant scrupuleusement les constructions allemandes, Wally Floody finit par trouver la faille. Ils utilisaient tout ce qu'ils trouvaient comme outils. Parfois, ils les volaient aux Allemands. Ce qu'ils ont fait, c'est creuser un trou dans les fondations, ici, de cette taille. Ils ont percé le ciment, traversé les fondations jusqu'à atteindre le sol. À partir du moment où le tunnel se trouvait à l'intérieur des fondations, les Allemands ne pouvaient pas le voir de l'extérieur. Une fois creusée, l'entrée des tunnels sera dissimulée. Pour Harry et Tom, ce sera sous un poêle. Pour Dick, sous l'arrivée d'eau. Mais très vite, les hommes du comité X sont stoppés dans leur élan. Comment masquer les bruits de pioches sur le ciment? Comment parvenir à détourner l'attention des gardes? Pour couvrir le bruit, une de leurs solutions, c'était d'organiser une fanfare à l'extérieur du baraquement. Ils donnaient même des cours de chant. Les prisonniers chantent pendant qu'en sous-sol, d'autres creusent furieusement le sable mouvant de Sagan. Le sable qu'on trouve près de la surface est instable. Comme à la plage, on ne peut pas creuser dedans. C'était le cas à Sagan, le sol était très sablonneux. Avant la guerre, Wally Floody a travaillé dans les mines du Canada. Pendant que les prisonniers s'acharnent sous terre, il prélève plusieurs échantillons. Il découvre que la couche de sable, la plus compacte, qui rend possible le creusement des tunnels, se situe à une profondeur vertigineuse. À 9 mètres sous terre. Pour la première fois, c'était vraiment de l'ingénierie souterraine. Et c'est une des clés de la grande évasion. Ce n'était pas un tunnel creusé juste sous la surface. Celui-là était à 9 mètres de profondeur. Vous vous rendez compte? 9 mètres. C'est énorme. L'avantage d'une telle profondeur, c'est aussi d'échapper à la surveillance des microphones disposés par les Allemands sous terre.
et de protéger les tunnels des camions que les gardes font régulièrement rouler à travers le camp et dont le poids fait s'effondrer les galeries peu profondes. Mais creuser à une telle profondeur n'est pas sans conséquences. Comment amener de l'air aux hommes qui travaillent en sous-sol? Tous ceux qui ont un jour creusé sous terre le savent bien. Plus on s'éloigne de l'entrée, plus l'air se raréfie. On s'attachait une corde à la cheville et quand on se sentait partir à cause du manque d'oxygène, on tirait dessus. Alors les gars vous sortez et un autre prenait la relève. Il y avait vraiment un risque de mourir asphyxié. Sans air, à 9 mètres sous terre, la construction des 3 tunnels est impossible. Le plan de Bushell est voué à l'échec. Encore une fois, l'homme clé sera Wally Floody. Il réunit ses équipes. Et ensemble, ils ont l'idée de créer 3 chambres au pied du puits. Une pour stocker le sable excavé, une pour les équipements de travail et une pour leur pompe à air. L'arrivée d'air, c'était le problème. Or, imaginez-vous, ils ont réussi à avoir de l'air conditionné dans le tunnel. Ces pompes étaient incroyables. Elles ont été inventées par Jens Müller, un pilote norvégien, et Thomas Nelson, un Britannique. Le système était vraiment très ingénieux. Ça fonctionnait comme avec les soufflets, vous savez, qu'on utilise pour les cheminées. Les prisonniers ont construit des valves à partir du caoutchouc d'une raquette de tennis. Bref, tout ce qui pouvait servir était recyclé. Une fois l'air aspiré en surface, ces pompes l'expulsent en sous-sol. Un ingénieux système de tuyaux prend alors le relais. Il est réalisé à partir de boîtes de conserve récupérées dans les colis envoyés aux prisonniers par la Croix-Rouge. Grâce à lui, l'air est distribué tout le long du tunnel. Le problème, c'est qu'en sens inverse, les pompes aspiraient la chaleur qui venait du tunnel, des hommes qui travaillaient en dessous. Il y avait alors beaucoup de condensation qui remontait. C'était pas possible. Si un Allemand entrait dans le baraquement et voyait ça, il se serait dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre ». Donc ils ont fait passer un tuyau d'évacuation dans la cheminée du poêle. Comme ça, l'humidité remontait avec la fumée et on ne pouvait pas la détecter. C'était vraiment brillant. Sans outillage moderne, dans un camp surveillé 24 heures sur 24, les hommes du Comité X ont pour seule arme leur incroyable ingéniosité. Mais malgré l'extrême sophistication des tunnels, sous terre, les hommes travaillent dans des conditions terribles. Impossible de rester plus de quelques heures au fond du boyau. L'odeur est très chargée. On se sent claustrophobe, désespérément seul. Même si vous avez des gens derrière vous, c'est pesant. Votre humeur change vite dans ce type d'environnement. C'est un travail pénible. Un travail accablant et périlleux. Les risques d'effondrement permanents mettent en danger la vie des hommes en sous-sol. Dans les 3 tunnels, il y a eu des prisonniers enterrés vivants. Il y a eu Johnny Bull, Jimmy James aussi, qui a été enseveli et qui a réussi à s'en sortir. On sait que Ken Reese a survécu à un effondrement et qu'à ce moment-là, il a vraiment eu peur d'y rester. Ken m'a dit a posteriori qu'il avait vraiment paniqué. Miraculeusement, tous les prisonniers pris dans les sables de Sagan parviendront à en réchapper. Mais pour prévenir les risques d'éboulement et protéger ces hommes, le Comité X doit de toute urgence étayer le tunnel. Problème, au Stalag Luft 3, où trouver la matière première.
les prisonniers décident de dépouiller leur lit de leurs planches robustes, au nez et à la barbe des gardes allemands. Comme le montrent les photos d'époque, rien que pour Harry, il a fallu au total plus de 2000 planches de bois. Mais la sophistication de ces tunnels ne s'arrête pas là. Les prisonniers construisent aussi un système de rails et de wagonnets pour évacuer le sable. Et même un système électrique. Un jour, un des prisonniers, Ray Noble, a vu des ouvriers allemands installer l'électricité dans le camp. Ils avaient laissé traîner une grosse bobine de câble. Alors, quand ils sont partis déjeuner, ils l'ont chargée dans une brouette et recouvert de pommes de terre. Elle a alimenté les 3 tunnels en électricité, mais le plus fort, c'est que leur système électrique était connecté à celui des Allemands. Et ce sont les Allemands qui ont payé la note. Au Stalag Luft 3, pendant qu'en sous-sol les prisonniers s'affairent, en surface, une autre guerre secrète, elle aussi, bat son plein. La plus dangereuse. Contre les Allemands qui à tout moment peuvent découvrir les tunnels et le plan de la grande évasion. Le comité X doit endormir la surveillance des gardes. En particulier celle d'une unité d'une dizaine d'hommes, rattachés aux services secrets allemands et dont la spécialité est la détection des tunnels d'évasion. C'étaient des hommes qui portaient des salopettes bleues. Ils avaient des piquets et des torches. On les appelait les furets parce qu'ils furetaient partout à la recherche du moindre indice. Ils inspectaient le sol. Ils cherchaient des indices pour savoir s'il avait été remué. Des ondulations de terrain qui trahiraient le creusement d'un tunnel. Ils examinaient aussi les chaussures des prisonniers dans leurs chambres. Ils regardaient sous les lits. Ils cherchaient partout des dépôts de sable de couleurs différentes. Avec les prisonniers, c'était vraiment le jeu du chat et de la souris. Le danger, c'était que quelqu'un surprenne les travaux. Quand on voyait quelqu'un d'étranger arriver, on ne connaissait pas ses intentions. Il pouvait compromettre le travail mené en sous-sol. Dans le camp, les furets surgissent toujours à l'improviste. Parmi eux, l'adjudant-chef Hermann Glemnitz est le plus craint. Contrairement aux autres furets, il était incorruptible. Les prisonniers disaient « Allez, Glemnitz, prenez une cigarette ». Mais lui répondait toujours « Non, je sais, bandit, que vous construisez un tunnel, et je vais le trouver ». Il était extrêmement intelligent et les prisonniers ne le sous-estimaient pas. Jimmy James m'a dit un jour que Glemnitz avait des soupçons. Il a commencé à penser comme nous, m'a-t-il dit, et on savait que c'était très dangereux. Dans cette guerre souterraine, entre ceux qui creusent et ceux qui cherchent à les arrêter, la course contre la montre est lancée. Au sein du comité X, le poste de Big S, le chef de la sécurité, est tenu pendant plusieurs mois par un Américain, le capitaine Albert Clark. C'est lui qui élabore le réseau de surveillance qui protège les tunnels. Pour cela, il positionne des vigies à différents points stratégiques. Leur champ de vision doit couvrir l'intégralité du terrain pour prévenir l'arrivée d'un Allemand. Dans les premiers mois de 1944, Jack Lyon est recruté pour tenir l'un de ces postes d'observation. Mon travail, c'était de me concentrer sur un secteur limité. Tout ce que je voyais, c'était ce secteur.
et je devais tout de suite rapporter tout ce qui sortait de l'ordinaire. L'information était ensuite passée à l'officier qui prenait les mesures nécessaires. Le système de surveillance était très sophistiqué. Un homme était posté près de la porte d'entrée. Dès qu'un Allemand entrait, il faisait un geste anodin, comme se gratter l'oreille ou la main. Un autre prisonnier le voyait et à son tour, il faisait le signal. Et moins de 5 secondes après l'entrée d'un Allemand dans le camp, les hommes qui creusaient le tunnel étaient avertis. C'était brillant. En apparence, ça ressemblait à un jeu, mais en réalité, c'était une question de vie ou de mort. Tellement sérieux que même parmi les prisonniers, le secret est de mise. Le système doit rester parfaitement étanche. Et à aucun moment, Jack Lyon n'est mis en contact direct avec les membres du Comité X ou au courant des détails de l'évasion. C'est la base du renseignement. Pourquoi être mis au courant si cela n'a pas d'utilité? Non, je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Je n'ai vu le tunnel d'évasion qu'en 1944. Je ne savais même pas qu'il se trouvait à 2 baraquements du mien. Malgré le système militaire mis en place par le Comité X, plus d'une fois, les Allemands manquent de découvrir les tunnels. En surface comme en sous-sol, les prisonniers redoublent de prudence. Sauf que très vite, en plus des entrées à protéger, les hommes de Bushel font face à un nouvel obstacle. Ils doivent se débarrasser des centaines de tonnes de sable libérées par le creusement. Rien que pour les 3 chambres au pied du puits, il faut en excaver pas moins de 12 tonnes. Mais qu'en faire une fois qu'il est remonté à la surface? Vous ne pouvez pas juste en faire un tas. Il suffit qu'un Allemand jette un œil sous le baraquement et se dise « Mais qu'est-ce que ce tas fait là ?» Alors ils devaient le dissimuler. Donc ils ont pris des couvertures qu'ils ont attachées ensemble pour en faire de longs tubes qu'ils cachaient sous leurs pantalons, avec une épingle au bout. Ils les remplissaient de sable et quand ils marchaient, sans personne en vue, ils détachaient l'épingle avec une cordelette. Ceux qui étaient derrière étalaient le sable et le mélangeaient avec leurs pieds pour qu'on ne voit pas la différence. Mais comme vous aviez du sable dans les pantalons, cela rendait la démarche un peu curieuse. Vous savez pourquoi on les surnommait les pingouins? Parce que les poches les faisaient se balancer d'un côté et de l'autre. Au total, les pingouins effectueront pas moins de 18 000 trajets pour disperser le sable du tunnel Harry. Malgré les épreuves et le degré de tension maximale auquel sont soumis les hommes de la Grande Évasion, au début de l'année 1943, Bushel décide de passer à la seconde étape de son plan. Préparer la fuite des 200 hommes qui, une fois évadés, devront se disperser à travers le Reich pour rejoindre l'Angleterre. Dans le baraquement 121, il fait installer un atelier clandestin, dont les Allemands sont loin d'imaginer l'existence. Et pour cause. En apparence, les prisonniers y dispensent des cours de langue ou de géographie. Mais à l'abri des regards, à coups de retouches et d'astuces, ils font des miracles pour mettre au point toute une panoplie d'habits civils. Une teinture à base de thé ou de café suffit à masquer le bleu aviateur des battle dress britanniques. Quant aux accessoires, les fouilles archéologiques menées à Sagan laissent entrevoir l'extrême degré de créativité des équipes et leur souci du moindre détail. Ils créent des objets avec 3 fois rien. Ce qui m'a toujours le plus impressionné, c'est leur atelier de moulage.
Certains prisonniers voulaient se déguiser en garde allemand. Pour cela, il leur fallait des boucles d'uniforme allemand. Ils ont donc réalisé des faux comme celui-ci. Cette boucle-là a été faite par les prisonniers. Et celle-ci est une vraie. Pour créer des boucles de ceinture, ils construisaient des moules à partir d'une mixture spéciale, à base de plomb, d'étain et de sable. Ils mélangeaient le tout et après ils en faisaient un moule. Ils étaient vraiment brillants et très créatifs. Mais pour réussir à rejoindre l'Angleterre, il ne faut pas que des vêtements. Il faut surtout des laissez-passer, des cartes, des horaires de train pour traverser l'Allemagne d'Hitler. Contre toute attente, les prisonniers s'adjoignent le concours inattendu de certains gardes. Leur monnaie d'échange, les colis que la Croix-Rouge leur fait parvenir dans le camp. Les prisonniers corrompaient les Allemands grâce aux colis de nourriture envoyés par la Croix-Rouge. Dans ces colis, il y avait tout un tas de choses, du café, du thé, des conserves. Les prisonniers s'en servaient comme monnaie d'échange. Ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait 500 cigarettes à un Allemand pour emprunter son appareil photo. La fois suivante, on le photographiait en train de faire du marché noir. Comme ça, on le coinçait. Et après ça, on pouvait lui demander n'importe quoi. Si on voulait une boussole, par exemple, il n'y avait plus qu'à demander. On obtenait des tas de choses. Grâce au commerce et au chantage, les prisonniers parviennent à récupérer des documents officiels tamponnés du Reich. Pour faciliter leur copie en masse, les hommes volent à l'infirmerie de l'alcool, des seringues et des loupes de vision. Le résultat atteint par les faussaires est bluffant. Il leur fallait des tampons allemands. Ils les ont faits à partir de talons de chaussures. Ça, c'est l'original. Et si vous comparez les deux, c'est la même taille et la même forme. On sait qu'il y avait un studio photo dans le camp pour les photos d'identité. Et apparemment, des Allemands ont aidé les prisonniers. Ils leur ont fourni du matériel pour développer les films, pour faire les photos. Ils étaient franchement bons. Entre le vrai et le faux, la différence est mince. Et dans cette entreprise d'évasion, le comité X peut compter sur une aide précieuse, celle des services secrets britanniques. À la même époque, de drôles de colis arrivent au Stalag Luft 3, envoyés par des organisations caritatives factices. À l'intérieur, comme à l'ordinaire, des produits alimentaires, des livres, des jeux pour passer le temps. Mais pas seulement. Du matériel d'évasion, développé par l'une des agences des services secrets, le MI9. Tout ce qui est banal faisait une bonne cachette. Au début, les Allemands ne se doutaient de rien. Un bon exemple, ce sont les blaireaux. Tous les soldats, les pilotes, les marins se rasent pendant la guerre. Dans celui-ci, si on dévisse la base, il y a une boussole du MI9 dissimulée dedans. Voici un étui à tabac. À l'intérieur, vous voyez des cartes en tissu. Et là, une carte en soie qu'on peut froisser et mettre dans sa poche.
Au Royaume-Uni, John Wellington Limited produisait le fameux jeu du Monopoly. Les pièces du Monopoly sont très petites pour cacher quelque chose, mais les plateaux, eux, sont très grands et épais. Donc ils étaient évidés pendant la production. Et des cartes, des boussoles et des documents étaient dissimulés dedans. C'était génial. Boussole, cartes. Le MI9 inonde alors le Stalag Luft 3 d'objets en tout genre en déjouant les contrôles. S'il ignore le plan d'évasion du Comité X, sa mission est de soutenir les prisonniers. L'agence parvient même à communiquer avec certains d'entre eux, par lettres codées ou par des moyens encore plus étonnants. Certaines lames de rasoir étaient envoyées dans les camps. Le MI9 y imprimait des messages en tout petit et les recouvrait d'une solution bleue qui se dilue dans l'eau. Quand l'utilisateur commençait à se raser avec, au contact de l'eau, la mousse se teintait de bleu et il se disait « voilà quelque chose d'inhabituel ». Alors il regardait de plus près et voyait le message suivant. Transmettre à l'officier de renseignement ou à Big S. Au Stalag Luft 3, le correspondant principal du MI9, c'est le chef du Comité X, Roger Bushell. On le sait moins, mais Bushell envoyait beaucoup de renseignements en Angleterre. Donc il n'était pas seulement le roi de l'évasion, c'était aussi un espion. En mai 1943, à Sagan, les travaux souterrains avancent bien. Les puits verticaux des 3 tunnels sont terminés. Et les équipes sont à pied d'œuvre de jour comme de nuit. Tom est désigné comme étant le tunnel de l'évasion. Car à la fin août, le Comité X reçoit 2 mauvaises nouvelles. En août 1943, Bushell décide de concentrer tous les travaux sur Tom. Parce que les Américains vont bientôt être déplacés dans un autre secteur du camp. Tom leur donne les meilleures chances de pouvoir participer à l'évasion. C'est de bonne guerre. Ils ont aidé au projet depuis le début. Et puis surtout, Tom doit déboucher dans une partie de la forêt qui va bientôt être coupée par les Allemands. Donc, il doit faire vite. Sous peu, les Allemands construiront une extension du camp à l'ouest, à l'endroit précis où Tom doit déboucher. Il n'y a plus de temps à perdre. Bushell décide de stopper les travaux sur Harry et sur Dick pour concentrer tous les efforts sur Tom. Ils étaient dans l'urgence comme jamais. Et au final, ils n'ont peut-être pas été assez prudents. Tom avance à une vitesse record. Il n'est plus qu'à 12 mètres de la ligne d'arbre. Mais le danger est imminent. Bushell ne veut pas que les Allemands s'intéressent de trop près au baraquement 123, d'où part Tom. Il leur donne alors aux prisonniers de faire diversion, en déplaçant des colis de la Croix-Rouge à travers le camp. Glemlitz voit ce petit manège et se dit « ils sont en train de bluffer. Ils veulent attirer mon attention sur un autre baraquement. » Non, moi je vais plutôt inspecter le baraquement 123. Je sens qu'il s'y passe quelque chose. C'est celui qu'ils ne veulent pas que j'inspecte. Et donc il se met à fouiller le baraquement pendant 4 longues heures. Une éternité. Glemlitz a remarqué une ondulation sur le sol, puis une autre, au niveau de l'entrée du tunnel. Il tape sur le sol et découvre une petite éraflure sur le ciment. En dessous, ça sonne creux. C'est fini. Tom est découvert. Il est presque 11 heures ce 10 octobre 1943 quand Tom est découvert. C'est le 98e tunnel stoppé par les Allemands à Sagan. Les gardes immortalisent leur trouvaille et se photographient tout sourire dans l'entrée. Mais en réalité, ils sont inquiets.
Quand les Allemands ont découvert Tom, ils ont été horrifiés du degré de sophistication du tunnel. Il était étayé, il y avait une chambre pour stocker les instruments, il y avait plusieurs options pour le détruire. Finalement, ils ont placé des explosifs dans le tunnel, mais leur première tentative n'a pas été une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était drôle cet épisode. Ça a créé du fil à retordre aux Allemands. Ils ont largement sous-estimé la charge de leur explosif et ils ont brûlé la majeure partie du toit. Les gardes sont sortis du tunnel, recouverts de boue, de sable, pour le plus grand amusement des pilotes. Les Allemands ont été obligés de placer une seconde charge et de remplir le tunnel d'excréments pour le rendre inutilisable avant qu'il ne s'effondre totalement. Après la destruction de Tom, en représailles, certains prisonniers sont placés en cellules d'isolement. Les Américains, eux, sont transférés dans une autre partie du camp, dont Albert Clark, le chef de la sécurité du Comité X. Pour Bushell, le coup est rude. Avec la construction prochaine du secteur ouest, le tunnel Dick est lui aussi condamné. Il ne reste plus que Harry, le dernier des 3 tunnels à encore pouvoir permettre une évasion. Sa construction est la plus risquée. Il passe sous la partie administrative du camp, à proximité d'une tour de garde et sous une route avant d'atteindre la forêt. Dans le camp, la tension était maximale. Harry, c'était vraiment la dernière chance. Le tunnel avait été gardé fermé pendant un moment, le temps que la tension retombe après la découverte de Tom et que les Allemands ne suspectent pas d'autres activités souterraines. À ce moment-là, Bushell devient très anxieux, il ne sait pas s'ils vont réussir. Prudent, Bushell attendra 2 mois avant de relancer les travaux sur Harry. Ils reprennent le 8 janvier 1944. Le tunnel mesure alors 34 mètres. Il reste 2 tiers du chemin à creuser pour atteindre la forêt. Avec la neige qui s'abat sur le camp, il faut trouver un autre endroit pour stocker les tonnes de sable impossibles à disperser en surface. Ici, c'est le théâtre du secteur nord. Il a été construit par les prisonniers et comme vous pouvez le voir, il est vraiment grand. Il y avait jusqu'à 350 places. Ce qui est spécifique ici, c'est que c'était le seul bâtiment construit à même le sol, sans espace sous le plancher. Donc le théâtre était l'endroit parfait pour entreposer le sable. Les prisonniers ont vu là la solution pour le dissimuler sous la scène. En tout, 68 tonnes de sable seront cachées dans le sous-sol du théâtre. À la mi-février 1944, les hommes sont parvenus à creuser 60 mètres supplémentaires. Ils ne sont plus qu'à une vingtaine de mètres de la sortie. Les 2 sas intermédiaires qui permettent aux wagonnets de se croiser, baptisés d'après les stations du métro londonien Piccadilly et Leicester Square, sont terminés. L'issue est proche. Mais en surface, le contexte a changé. Le Reich est assailli de toutes parts. À l'ouest, les Allemands craignent un débarquement allié, tandis qu'à l'est, après la défaite de Stalingrad, la Wehrmacht subit le rouleau compresseur de l'armée rouge. Au Stalag Luft 3, Friedrich Lindner, le commandant du camp, met alors en garde les prisonniers. Dans cette guerre qui tourne court pour le Reich, ils sont devenus une proie de choix pour servir les intérêts de la Gestapo. La Gestapo et la police du Reich veulent prendre le contrôle des camps.
Pour eux, les prisonniers de guerre sont à la fois une menace pour la sécurité, mais aussi une monnaie d'échange. Ils savent qu'ils auront de la valeur dans le cas où il faudrait conclure des accords avec les Alliés. Depuis le début du conflit, la question des prisonniers de guerre déchire l'appareil de commandement nazi. Entre Heinrich Himmler, qui dirige les SS et la Gestapo, et Hermann Göring, qui a en charge les prisonniers de la Luftwaffe, les tensions sont permanentes. En 1944, dans cette bataille pour prendre le contrôle des camps, Himmler marque des points. En mars 1944, il fait passer un décret qu'on appellera plus tard le décret des balles. Mis à part les Britanniques et les Américains, tout prisonnier capturé après une évasion est envoyé au camp de concentration de Mauthausen pour y être tué. Les Britanniques et les Américains, eux, sont directement remis à la Gestapo. Et personne ne veut finir entre les mains de la Gestapo. Même Lindiner, commandant du Stalag de Luft 3, officier de l'armée de l'air allemande, est très embarrassé par cette décision. Car elle l'oblige à remettre ses prisonniers qu'il considère comme ses hommes, dont il a la responsabilité, à la Gestapo, l'organisation dont les méthodes de torture et d'exécution sont désormais tristement célèbres. Choqué par cette atteinte à la Convention de Genève, le commandant Lindiner décide d'avertir les prisonniers. S'ils s'évadent, il ne pourra plus rien pour eux. On a vu passer une note dans le camp qui disait que s'évader n'était plus un jeu. C'était une affaire sérieuse. On risquait la mort. À tous les prisonniers de guerre, l'évasion n'est plus un jeu. Vos chances de survie sont quasiment nulles. On avait été mis en garde, mais on a continué à creuser. Roger Bushell pense que le commandant du camp bluffe. Pour lui, la guerre est sur le point de basculer en faveur des Alliés. Le moment idéal pour porter un coup en plein cœur de l'Allemagne nazie grâce à son tunnel de guerre. Le 14 mars 1944, Harry est officiellement terminé. Sa construction a nécessité 2000 lattes en bois, 150 mètres de câbles électriques, 750 boîtes de conserve et la dispersion de 130 tonnes de sable. L'évasion est prévue 10 jours plus tard, le 24 mars. Le commandant Lindiner sent que quelque chose se trame. Une semaine avant la date fatidique, il transfère des membres clés du comité X dans un autre secteur du camp, dont Wally Floody, le constructeur en chef des 3 tunnels. Il fait même fouiller le baraquement 104, celui du tunnel Harry, en vain. La grande évasion est en marche. À Sagan, ce soir-là, 200 prisonniers sont aux portes de la liberté. Lorsque nous sommes arrivés dans le baraquement numéro 104, on nous a dit de ne pas bouger jusqu'à ce qu'on nous appelle. Et ça allait être une longue nuit. Imaginez-vous l'ambiance dans ce baraquement. 200 jeunes hommes qui portent tous un déguisement différent. Bushell lui-même est très bien mis. Il porte un costume avec une cravate. Il est habillé comme un homme d'affaires qu'il prétend jouer. L'atmosphère dans ce baraquement a dû être électrique.
On avait interdiction de parler. Il ne fallait pas alerter les Allemands qui nous surveillaient. L'ordre de passage dans le tunnel est dicté par le Comité X. Les premiers à s'évader, germanophones, ont le plus de chances de réussite. Les seconds sont ceux qui ont joué un rôle majeur dans le projet d'évasion. Pour ceux qui restent, l'ordre de passage a été tiré au sort. Le tirage a eu lieu juste avant l'évasion. J'ai tiré le numéro 79. Je me souviens très bien d'un gars qui m'a dit « C'est un bon numéro, tu vas sûrement sortir ». Roger Bushell, lui, partira en 5e position. Il fait équipe avec Bernard Scheidauer, un jeune pilote brestois des forces aériennes françaises libres, capturé par les Allemands en novembre 1942. Son plan était de traverser toute l'Allemagne pour gagner la France. Il voulait entrer en contact avec l'un des réseaux de résistance qui l'aiderait à passer en Espagne, à Gibraltar, d'où il prendrait un avion pour l'Angleterre. Son plan était ambitieux, mais il était sûr de réussir. Il parlait bien français. Bernard Scheidauer était à ses côtés. Ils prétendront être 2 travailleurs français qui rentrent chez eux. Quand Bushell rentre dans la pièce, tout le monde se tait. C'est Big X. Ils espèrent un discours, Bushell leur dit juste « Bonne chance, les gars ». 2 prisonniers s'élancent. Leur mission, ouvrir la trappe de sortie à l'autre bout du tunnel. Mais un imprévu va soudain bouleverser le cours de l'opération. Grâce au wagonnet, ils atteignent Piccadilly, Leicester Square et enfin le bout du tunnel. Mais là, c'est l'horreur, car ils se rendent compte qu'il est trop court. Et cela va avoir un impact dramatique pour la suite. Le tunnel Harry est trop court de 10 mètres. Au lieu de déboucher au milieu des arbres, il sort à l'orée du bois, en plein champ de vision des gardes qui patrouillent la nuit. Il y a eu plusieurs théories, mais la plus crédible, qui m'a été confirmée par la plupart des prisonniers avec lesquels j'ai parlé, dont Ken Reese, Jimmy James, Sidney Dawes, c'est qu'il creusait à vue. Il n'avait aucun moyen de mesurer le tunnel. D'ailleurs, Jimmy James m'a dit que c'était un miracle d'être arrivé aussi loin. Une erreur humaine qui peut être fatale. Les gardes ont ordre de tirer à vue sur tout prisonnier qui tenterait de s'évader. Pourtant, Bushell maintient l'ordre d'évasion. Il n'a pas le choix. Les faux laissez-passer pour traverser l'Allemagne sont tamponnés à la date du jour. Reste alors à imaginer un ultime stratagème pour assurer la fuite. Le plan, c'était qu'un prisonnier sorte et se cache derrière les arbres avec une corde. Quand le garde qui patrouille est suffisamment loin, il donne le signal en tirant 2 coups sur la corde. Le prisonnier à l'intérieur peut alors sortir. Le système de corde en place, la grande évasion débute enfin, avec 2h30 de retard sur l'horaire prévu. 1, puis 2. C'est maintenant au tour de Roger Bushell de s'élancer en 5e position. Il est libre, après 4 ans d'emprisonnement.
Suivi de peu par Bernard Scheidauer, ils s'enfoncent à perdre haleine dans la nuit glacée. Comme lui, ils seront 45 à rejoindre la gare de Sagan pour tenter de prendre le train. Il était à peine minuit quand le premier groupe de prisonniers est arrivé à la gare. Ils sont venus de ce côté-là. Ils ont acheté les tickets au guichet. Ce sont toujours les mêmes aujourd'hui. Il y eut ce moment extraordinaire où, à la gare, de nombreux prisonniers se sont retrouvés prétendant ne pas se connaître en attendant le train. Roger Bushell a réussi à atteindre Breslau. Il a pris le train ici, de la plateforme numéro 1. D'autres prisonniers ont pris le train pour Berlin. Seuls ou en groupe, les prisonniers se dispersent en toute hâte. À chacun sa route et son identité d'emprunt. Pendant ce temps-là, au camp, une vingtaine de prisonniers est déjà sortis, au rythme d'une évasion toutes les 3 minutes. Mais très vite, les retards s'accumulent. Le premier problème, c'est le wagonnet qui a déraillé. Ça a été très compliqué de le remettre sur les rails. Et puis, il y a eu des effondrements. Certains prisonniers ont été ensevelis. Les prisonniers jouent de malchance. Il est 23 heures. Une alarme retentit. Des bombardiers britanniques en route pour un raid au-dessus de Berlin. Dès que la sirène a retenti, les lumières du camp se sont éteintes. On était plongé dans le noir. Je m'en rappelle très bien. À la place de notre beau système électrique, on a dû se contenter de lampes à base de graisse qui produisaient plus de fumée que de lumière. Ça nous a vraiment ralenti. À 2 heures du matin, un nouvel effondrement ralentit le passage des wagonnets. Dès lors, le rythme d'évasion tombe à 1 homme toutes les 15 minutes. « 47 prisonniers sont déjà sortis. Mais dans le baraquement, ils sont encore 153 à attendre de prendre la fuite. Jack Lyon voit ses chances de s'évader s'amenuiser. Mais le pire est à venir. Il est 4 heures du matin. L'évasion a commencé il y a 6 heures, avec des interruptions importantes. Certains grands noms du comité X ont réussi à s'évader, quand tout à coup, ça tourne au désastre. Il y avait un garde qui patrouillait le long des arbres. Les prisonniers qui étaient cachés dans le bois ne pouvaient pas le voir. Ils ont donné le signal Go, et là, le garde s'est approché du tunnel, et il a vu les traces sur la neige. Il a commencé à regarder autour de lui, et c'est là qu'il a vu le trou dans le sol. Il a hurlé au garde qui tenait le mirador, « Braque le projecteur ! Braque le projecteur !» Et il a tiré. « Ne tirez pas, ne tirez pas !» J'ai entendu un coup de feu, un seul. Le tunnel était découvert. Les gardes ne seraient pas longs à arriver. On a donc décidé de détruire tout ce qui pouvait nous incriminer, comme les billets de banque allemands. C'est la seule fois de ma vie que j'ai détruit de l'argent. Et puis, comme on s'y attendait, le garde est arrivé. Le reste appartient à l'histoire. 11 prisonniers, cachés dans le tunnel ou dans les bois, sont immédiatement arrêtés. À cet instant, personne au Stalag Luft 3 ne connaît encore l'ampleur de l'évasion. Aux premières lueurs du jour, gardes et prisonniers se font face. La tension est à l'extrême.
Il faisait mauvais temps. On a été obligés de rester sur la place d'appel pendant des heures. Ils nous comptaient et nous recomptaient. On ne les aidait pas trop parce qu'on n'arrêtait pas de changer de place. Ils étaient exaspérés. Le commandant Lindiner était furieux. Il savait que cette évasion mettait un terme à sa carrière. Il a dit « J'abats personnellement le prochain officier qui bouge ». Mon rôle dans la grande évasion m'a valu 28 jours à l'isolement. Une peine que je n'ai jamais purgée parce que la liste d'attente pour la prison était trop longue. Voilà, c'est ça mon histoire. Les Allemands sont dépassés par les chiffres. 76 prisonniers manquent à l'appel, sans compter les centaines qui ont participé de près ou de loin à l'évasion. Ici, dans le camp réputé inviolable, pour les Allemands, l'humiliation est totale. L'idée que 200 prisonniers aient pu s'évader, c'est une honte pour les Allemands. Bien sûr, ils ne seront pas 200 au final, mais il n'y a jamais eu une évasion d'une telle ampleur dans un camp de prisonniers de guerre. Il y en a eu de 8, de 10, mais pas 76 en une seule nuit. Le colonel Lindiner sait qu'il va devoir répondre de cet échec retentissant devant une cour martiale. Dans quelques heures, les SS prendront définitivement le contrôle de son camp. La traque aux évadés dans les moindres recoins du Reich, elle, commence. Les Allemands ont lancé ce qu'ils appellent une grosse Fondung. C'est l'alerte maximum. Sur tous les ponts, à toutes les gares, à tous les croisements de routes importants, ils installent des barrages. Toute personne qui porte un uniforme dans le Troisième Reich est sur le pied de guerre. Grâce à ce système d'alerte, la plupart des évadés sont rapidement appréhendés. Comme le commandant Thomas Kirby-Green, arrêté avec un camarade 80 heures après sa fuite de Sagan en territoire tchèque et remis à la Gestapo. Ils espéraient attraper un autre train. Mais évidemment, plus les heures passaient, plus les Allemands étaient à leur trousse. Même les jeunesses hitlériennes étaient à leur poursuite. À Zlin, on sait que la Gestapo leur a fait passer un interrogatoire passablement brutal. Böschel, lui, est déjà à l'autre bout de l'Allemagne. Avec Bernhard Scheidauer, il a parcouru plus de 1000 km avant d'arriver à la frontière française. Il ne le sait pas, mais la nouvelle de l'évasion du Stalag Luft 3 provoque déjà une onde de choc dans les plus hautes sphères de l'Empire nazi. Elle va même causer un précédent dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Hitler est au nid d'aigle, avec Himmler, Keitel et d'autres généraux. Ils ont peur du débarquement allié à l'ouest. Les Russes avancent à l'est, et pourtant, le sujet de conversation, c'est l'évasion de ces 76 prisonniers du Stalag Luft 3. À ce moment-là, Hitler est de plus en plus paranoïaque. Il ne fait plus de cadeaux en cas d'acte de résistance. Quelques jours plus tôt, à Rome, une bombe a tué 33 soldats allemands. Et en représailles, il a ordonné d'assassiner 10 prisonniers, pour chaque Allemand tué. Il met les résistants et les prisonniers dans le même sac. Et que font les nazis à des résistants? Ils les tuent. Sur les 76 évadés du Stalag Luft 3, Hitler ordonne que 50 d'entre eux soient exécutés. Pour l'exemple. Pour la première fois du conflit, des soldats normalement protégés par la Convention de Genève sont la cible de la machine de destruction nazie. C'est un crime de guerre.
Les 50 condamnés à mort seront choisis par les SS. Le 28 mars 1944, en secret, la Gestapo commet les premiers meurtres. Certains avaient des enfants, d'autres non. Certains étaient britanniques, d'autres français, tchèques, polonais. Certains étaient jeunes, d'autres plus vieux. On ne sait toujours pas si le choix était arbitraire ou s'il y a une logique là-dedans. Il y a les meurtres et les évasions couronnées de succès. 2 prisonniers norvégiens parviennent à rejoindre l'Angleterre. Et un néerlandais 3 mois plus tard. Après une cavale de 3000 km. Quant au cerveau de la grande évasion, Roger Bushell, son sort est scellé à quelques kilomètres à peine de la frontière française, où il est capturé avec son compagnon de route, le pilote français Bernard Scheidauer. Il est 4h30 du matin, ce 30 mars 1944, lorsque la Gestapo l'embarque à destination d'une prison. Ils ont pris l'autoroute pour quitter Saarbrück. Ils se sont arrêtés sur le bord de la route. On leur a dit de sortir pour se soulager. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été abattus. Scheidauer est mort sur le coup, pas Bushell. On lui a tiré une seconde fois dessus. Et ils ont emmené les corps. Contrairement aux autres, les effets personnels de Bushell ne sont jamais retournés au Stalag Luft 3. Pour le meurtre de Roger Bushell et des 49 autres prisonniers, en 1947, le tribunal militaire britannique de Hambourg condamnera 14 agents de la Gestapo à mort et 4 à de la prison. À Sagan, 75 ans plus tard, un mémorial rend hommage aux héros de la Grande Évasion. On a recensé beaucoup d'évasions depuis les camps de prisonniers de guerre en 39-45. Et en fait, la Grande Évasion n'était pas la plus grande si on s'en tient au nombre d'évadés. Mais considérant les efforts et la bravoure déployés par ces hommes, c'est la plus spectaculaire. Et puis surtout, c'est la plus tragique avec ces 50 assassinats. Parce que ce n'est pas seulement une évasion, c'est aussi un crime de guerre. Réalisée dans le camp le plus sécurisé du Troisième Reich, la Grande Évasion est bel et bien la plus spectaculaire de la Seconde Guerre mondiale. Le génie technique et l'inventivité déployés par le Comité X et par tous les prisonniers n'ont d'égal que leur bravoure. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, ils ont su créer, comme le voulait Bushell, une onde de choc dans l'Empire nazi. Un acte de courage et de résistance qui marquera des générations entières.